On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 5 décembre 2024, bienvenue dans ce 10e épisode déjà du podcast Radar avec le seul et l'unique Pierre Lebrun. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, Anthony. Il y a bien des choses qui sont passées depuis qu'on s'est parlé la semaine passée, ça c'est sûr. Ah oui, je te dis, le contenu aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Pour les gens qui ne le savaient pas, on a décidé de repousser le podcast d'une journée en raison, bien évidemment, de la Coupe des 4 Nations qui dévoilait ses formations hier, parce qu'on se disait, si on enregistre le podcast et que par la suite, les formations tombent, on va être un petit peu off. Mais Pierre, je regardais tes formations projetées à TSN. D'après moi, on n'aurait pas enregistré hier matin et il n'y aurait pas eu trop de problèmes, là. Ben écoute, on s'en cache pas. Ça a bien été dans le sens que mes collègues Darren Dreger, Chris Johnson et moi-même, on s'est mis ensemble mardi. On a fait à peu près 1 million d'appels parce qu'il n'y a pas personne qui nous aidait avec l'équipe canadienne. Pas personne qui voulait nous aider. Alors, il fallait aller à l'autre niveau de nos sources pour essayer de figurer qui qu'on pensait qu'il était pour faire l'équipe canadienne. Et finalement, écoute, ça a bien été 23 sur 23, mais ça n'a pas été facile. C'était comme une journée de date limite, les transactions. Le nombre d'appels qu'on a fait entre les trois, ça, je peux te dire ça. Fait que c'est une bonne chose que ça soit maintenant chose du passé. Tu vas pas te reposer un petit peu plus, là. Ben oui, écoute, la seule chose maintenant avec les 4 nations pour les 4 équipes, c'est s'il y a des joueurs qui se blessent, puis ensuite savoir c'est qui pourrait remplacer, etc. Est-ce que c'était trop long, Pierre? 48 heures entre la liste finale et l'annonce? Ou au contraire, ça a généré un certain buzz? Je comprends que pour toi, ça te donne du temps, là, mais si c'est à refaire, là, est-ce que tu penses qu'on va conserver la même formule de 2 jours entre la liste officielle et le dévoilement? C'est dur à dire. Moi, je pense que c'est trop long. Je n'ai pas encore parlé avec la Ligue nationale là-dessus. Je pense que je vais leur donner quelques jours. Ils sont peut-être pas trop contents avec notre groupe à TSN. Parce qu'évidemment, la Ligue voulait faire un gros show avec ça, puis voulait garder les noms secrets. Puis je comprends parce que la Ligue a des relations avec les réseaux, etc. Mais nous autres, comme journalistes, 48 heures, lorsqu'on comprend que les joueurs vont se faire dire s'ils ont fait l'équipe ou certains joueurs vont se faire dire qu'ils n'ont pas fait l'équipe, c'est difficile de dire on ne va pas essayer de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, c'est notre job. Moi, je vais en parler avec la Ligue. Écoute, la réunion des gouverneurs se passe en Floride lundi, mardi prochain. Je m'en vais en Floride en fin de semaine pour la réunion des gouverneurs, les propriétaires. Alors, je vais voir les gens de la Ligue et je pense que c'est quelque chose que je vais vouloir leur demander parce que moi, je pense que ça serait meilleur de tout dévoiler la même journée que les équipes envoient le nom des joueurs parce que ça donne moins de temps de faire ce qu'on a fait à TSN, évidemment. Puis ça fait un meilleur show probablement. Mais écoute, je comprends pourquoi que ça a été fait de même parce que mercredi, c'était la meilleure journée pour les réseaux qui ont les droits. Mais d'abord, ça prend du temps avec les visuels puis toutes les affaires, mais à la fin de la journée, 48 heures, c'est trop de temps. Dans l'année 2024, quand tu sais que les joueurs, tu vois John Tortorella qui félicite Travis Sanheim puis Travis Konechny, tu sais. Puis vraiment, c'est une des raisons qu'on a commencé à rentrer dedans quand on a vu ça. On a dit, écoute, là, ça se gardera pas. Let's go. On a rentré dedans. Puis il y a peut-être des gens à la maison qui se disent, ben faites-le pas. Ouais, mais il faut pas perdre de vue. Sans dire que c'est une compétition, tu as un travail à faire, puis tu as un travail envers tes patrons aussi. Ça fait partie du mandat, puis c'est la raison pour laquelle que vous avez mis les efforts et que vous avez récolté les fruits par la suite. À travers tes conversations, Pierre, as-tu été capable de savoir s'il y a des joueurs que ça a été plus difficile, tu sais, au sein de Sweeney, de Armstrong, de Brisebois, de Dubas? Est-ce qu'il y a des joueurs on n'était pas sur la même longueur d'onde au final pour la liste finale, puis qu'on a nécessité plus de discussions? Oui, écoute, je sais que ce que je m'ai fait dire, c'est que les dernières décisions étaient très difficiles la fin de semaine passée. La façon qu'ils ont fait ça chez les dirigeants de l'équipe canadienne, c'est que chaque personne qui faisait partie du groupe faisait leur 23 noms comme à chaque semaine là, pendant plusieurs mois. Ouais, Okay.
c'est en anglais, les aliments mock, là, tu sais. Tout le monde faisait leur liste, puis là, on comparait. C'était vraiment ça le processus, tu sais, entre Don Sweeney, Doug Armstrong, Julien Brisebois, Carl Dubis, Jim Nill, Scott Simon de Hockey Canada. On faisait ça pour essayer de trouver combien de fois, durant ce processus, qu'on était d'accord sur combien de noms. Mais même à la fin, je pense pas qu'il y avait l'unanime sur les derniers noms. Il fallait vraiment que entre Don Sweeney, Doug Armstrong et l'entraîneur-chef John Cooper qu'on décide finalement c'est qui comprend. Puis je veux souligner aussi l'impact de John Cooper parce que j'ai l'impression que je pense qu'on a vraiment demandé ses opinions là, dans le processus. Puis je pense que ça se voit, là, Brandon Hagel, Anthony Cirelli qui se joint à Braden Point. Puis peut-être Hagel, c'est le nom qui a surpris certains partisans, mais je sais que John Cooper l'adore. Puis évidemment, Julien Brisebois aussi. Là. Mais je sais que une des choses qu'un des dirigeants de l'équipe canadienne m'a dit, c'est que au début de ce processus, là, il y a quelques mois, c'est qu'on va vouloir demander à John Cooper vers la fin, si on est entre certains gars, c'est quel gars que tu as confiance, quel gars que tu peux utiliser dans certains rôles. Puis évidemment, un gars comme Hagel, il y a un rôle. Là. Alors, écoute, ça fait toute partie de ça. Je pense que c'est un peu... j'ai quand même l'impression que Steve Yzerman, en 2014, pour les Olympiques à Sochi, a quand même demandé des questions semblables à Mike Babcock sur les derniers noms, ça aussi. Mais j'ai l'impression que John Cooper, peut-être, a eu un peu plus d'opinion qu'un entraîneur-chef habituellement aurait avec l'alignement. Puis l'autre chose dans tout ça qu'il faut aussi mentionner, c'est que c'est peut-être pas fini, cette affaire-là. Je sais que Hockey Canada a appelé 10 joueurs qui n'ont pas fait l'équipe. 10. Puis c'est plusieurs joueurs qui ont déjà joué pour le Canada dans les championnats mondiaux. Je sais, c'est un fait que John Tavares a eu un appel d'Hockey Canada, Matt Duchesne a eu un appel d'Hockey Canada, Drew Doughty a eu un appel d'Hockey Canada. Puis, tu sais, c'était pour dire, on n'a pas oublié ce que tu as fait pour notre pays dans les championnats mondiaux, dans les Olympiques. Tavares en 2014, évidemment, Doughty 2010-2014. Dans le cas de Doughty, c'est un peu plus unique comme conversation de ce que j'apprends parce que on voulait lui dire, écoute, il n'a pas joué toute l'année. Évidemment, il n'était pas pour faire l'alignement. Mais je pense que ce qui a été communiqué à Drew Doughty, c'est que si tu reviens dans 5 à 7 semaines, on va voir c'est quoi ton rendement. On va peut-être avoir une blessure à la défense avant le premier match, le 12 février. Alors, si tu reviens avant la fin de janvier, puis ça va bien, tu te sens bien, ton rendement est bon, puis tout à coup, on a une blessure à dernière minute à la défense, Drew Doughty peut-être saute en avant des autres gars qui n'ont pas fait la défense de l'équipe canadienne. Fait que c'est tout intéressant à suivre. Puis l'autre message, je sais, qui a été communiqué à plusieurs gars qui n'ont pas fait l'équipe, c'est que oui, tu n'as pas fait 4 nations, mais n'oublie pas, on a des Olympiques dans 14 mois. Ça s'en vient, là. Eh oui. En Italie. Fait que les gars qui sont sur la bulle, là, on a une liste de 30 à 35 noms là, qui ont tous été dans le mix. Là. Il y en a que 23 qui sont fait nommer, mais les autres, dans le 30 à 35, sont encore sur le radar. Ouais. Sur le radar pour l'équipe canadienne pour les Olympiques, pour les Olympiques dans 14 mois. Puis ça aussi, ça a été communiqué. Parce qu'évidemment, c'est dur à digérer pour Scheifele, Tavares, Duchesne, évidemment, Connor Bedard, Nick Suzuki. Tous ces gars-là, c'est pas les nouvelles qu'on voulait recevoir, mais je pense qu'ils sont fait quand même rappeler du fait que le processus olympique continue. Le processus olympique n'arrête pas, même si tu n'as pas fait le 4 nations. Bon, avoir dit ça c'est mon opinion, là. Ça ne vient pas des dirigeants de l'équipe canadienne. Il faut quand même le dire. Si tu as fait l'équipe de 4 nations, tu as quand même une meilleure chance là, pour les Olympiques. Parce que là, tu vas te faire voir best on best. Si ton rendement est bon à Montréal par Boston au mois de février, ça te donne une meilleure chance que les gars qui ne l'ont pas fait. Comment? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est sûr et certain. Je te dirais que la plupart des noms que tu as nommés, la plupart, c'est des vétérans. À l'exception peut-être de Connor Bedard, qui est, lui, 2 ans plus vieux. Je mettrais un petit 2 $ qu'il sera avec la formation canadienne aux Olympiques en 2026, mais c'est intéressant, Pierre, puis effectivement, on aura ça à surveiller dans les prochaines années. YouBet.io, c'est là où est-ce que les meilleures cotes pour la Ligue nationale de hockey se retrouvent sur YouBet.io. Félicitations pour les 23 joueurs, mais aussi, Pierre, cette semaine,
félicitations pour ton article avec Marc Bergevin. Puis je trouve ça le fun parce que je me souviens pas si je t'en ai parlé en ondes ou si je t'en ai parlé en dehors des ondes, mais moi, c'est quelque chose que je voulais lire. Je voulais que Marc Bergevin brise le silence. 3 ans après son départ du Canadien de Montréal, il s'est confié à toi un article franchement intéressant à lire sur The Athletic. Est-ce que ça a été difficile de le convaincre, Pierre, de te donner une entrevue? Ben écoute, c'est pas une idée de le convaincre. Puis oui, je me rappelle, tu m'avais mentionné que tu aimerais ça que quelqu'un fasse cette entrevue-là. Je me rappelle de ça. C'est pas... C'est convaincre, c'est-tu le bon mot? C'est qu'une fois de temps en temps, je checkais avec Marc, parce qu'il travaille avec les Kings, puis je le voyais dans mes voyages. J'ai couvert les Kings contre les Oilers, j'ai couvert la série éliminatoire 2 années d'affilée, juste par hasard. Fait qu'on le voyait à l'Arena. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai mentionné une fois de temps en temps, hey, si jamais tu es à l'aise finalement de faire une entrevue, j'aimerais bien ça le faire. Puis, alors, c'est une raison quand j'ai appelé encore une fois, il y a 2 fins de semaine, qu'il s'avait rappelé du fait qu'on avait eu cette conversation, puis il s'est dit finalement prêt à partager ses propos. Et puis, écoute, on avait une très bonne relation quand il était, même avant qu'il devienne DG du Canadien en 2012, lorsque Marc Bergevin était avec les Blackhawks. C'était un des gars que j'aimais beaucoup parler avec, parce que premièrement, son sens d'humour est incroyable. Ah oui. J'ai toujours aimé les conversations avec lui, puis on a gardé cette relation durant son temps à Montréal. C'est sûr que c'était une relation différente dans le sens qu'il y avait beaucoup de stress dans sa vie durant ces 9 ans et demi-là. Mais il s'est finalement senti prêt à partager ses propos. Puis j'espère que les gens qui ont lu l'article comprennent que la première partie de l'entrevue, Marc s'est vraiment ouvert où il a expliqué qu'il s'en est même pas rendu compte après qu'il s'est fait congédier. Ça a pris du recul pour qu'il comprenne le niveau de stress qui était dans sa vie puis dans son âme. Il m'a dit, quand je m'ai fait congédier, je voulais être DG tout de suite quelque part d'autre. Puis il dit, une chance que ça n'a pas arrivé parce que je n'étais pas prêt mentalement. Puis c'était non seulement le stress, là, c'est sûr que 9 ans et demi, si tu es DG à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver, évidemment, c'est tellement exigeant comme job. Là. Mais l'autre chose qu'il a partagé, c'est qu'il n'a pas vu ses enfants pendant 1 an. Durant la pandémie, parce que la quarantaine de 14 jours, on se rappelle, avec les frontières, là, ses enfants étaient aux États-Unis. Il a trouvé ça personnellement très difficile. Puis je pense que ça a eu une part de ce que lui explique. Quand Jeff Molson lui a fait un offre, un nouveau contrat après la finale de la Coupe Stanley en 2021, Marc finalement a dit c'est plus le temps. Là. Je pense que c'est le temps que je finis mon contrat puis je m'en vais. Puis évidemment, il pensait finir son contrat, pas de se faire congédier avant de faire son contrat, mais c'est correct. Il dit que Jeff Molson a très bien géré tout ça. Puis vraiment, là, tu peux voir, là, tu sais, des fois, c'est sûr que quelqu'un va dire quelque chose dans l'entrevue, puis il faut qu'il dise la bonne chose. Franchement, là, honnêtement, je pense que Marc Bergevin a maintenant des très bons souvenirs de son temps à Montréal. Il y en avait déjà, là, mais là, avec le recul, son focus est surtout sur les bons souvenirs et beaucoup moins sur le stress à la fin. Ouais. Il est fier de son ouvrage. Le Canadien a fait les séries éliminatoires 6 sur ses 9 années complètes. Finale de Coupe Stanley, finale de la conférence. Il a fait beaucoup d'échanges. C'est sûr que ça n'a pas été parfait. On a parlé dans le texte. Évidemment, l'offre hostile sur Aho, c'est un de ses regrets. Mais c'est intéressant de l'entendre parce que je pense que le recul de 3 ans est important pour lui de se mettre dans une place mentalement où il est plus confortable avec tout ça. Ouais. Là, je te le dis, Pierre, j'ai beaucoup de questions. Marc Bergevin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu dis le niveau de stress, il n'en était pas nécessairement conscient à Montréal. Puis honnêtement, juste physiquement, ça se voyait. Là, tu voyais qu'il y avait un poids sur les épaules. Puis c'est plus... T'es plus souvent dans l'actualité ou presque. T'es plus connu à Montréal si t'es directeur général ou si t'es entraîneur-chef que le premier ministre du Québec. Fait que c'est sûr et certain que c'est hyper exigeant. Mais tu nous apprends dans ton texte qu'il a postulé pour devenir le directeur général à Pittsburgh, qui est finalement devenu Carl Dubas, à Winnipeg avec Don Waddell, mais aussi à Toronto, le poste de Brad Treliving. Est-ce que ça aurait été une bonne idée de la part de Marc Bergevin de se relancer dans un marché tout autant exigeant que celui de Montréal?
Ben, je pense que, tu sais, quand il a fait l'entrevue avec Brendan Shanahan, puis j'avais entendu la rumeur dans le temps, mais c'est intéressant qu'il confirme à 100% parce que Brendan Shanahan n'a pas fait beaucoup d'entrevues de candidats. Premièrement, c'est parce qu'il a tombé en amour avec Brad Treliving très vite, mais il n'a pas vraiment parlé à beaucoup de candidats. Puis moi, j'ai l'impression, écoute, Marc Bergevin n'a pas dit ça, là, c'est mon opinion personnelle. Moi, j'ai l'impression qu'une des grosses raisons que Shanahan a voulu interviewer Marc Bergevin, c'est parce que Marc connaît les Leafs. Marc Bergevin, ses Canadiens ont battu les Leafs en série. Ils étaient dans la même division pendant longtemps. Puis j'ai l'impression que c'était comme... Tu sais, est-ce que Brendan Shanahan était pour embaucher Marc Bergevin si Brad Treliving disait non? Peut-être. Mais des fois, quand tu fais des entrevues de même aussi, quand tu es Brendan Shanahan, tu peux prendre beaucoup d'informations d'un gars comme Marc Bergevin. J'ai l'impression que ça aussi, ça a fait peut-être partie de ça. Puis en fait, en général, un commentaire que Marc Bergevin m'a fait, puis je ne l'ai pas mis dans le texte, là, parce que le texte est trop long, mais il se rend compte là, que dans ces 3 entrevues qu'il a faites, là, avec Pittsburgh, Columbus, puis Toronto, qu'en général, on lui demande autant de questions que... Il se rend compte un peu là, que des fois, c'est des équipes qui veulent des renseignements, qui respectent son opinion. Là, veux dire. Mais c'est correct, ça arrive à tout le monde. Mais dans le cas de Toronto, pour répondre à ta question, il y avait quand même 2 ans de départ là, depuis son congédiement à Montréal. Fait que je pense 2 ans, c'était assez de temps pour qu'il se remet, qu'il se recharge, etc. Puis écoute, il espère d'être DG encore un jour. On en a parlé. Il espère d'être DG un jour, mais tu peux voir que c'est pas la fin du monde s'il n'est pas non plus. Je pense qu'il a 58 ans. Il adore travailler avec Rob Blake à Los Angeles. Il vit à Redondo Beach, Californie. C'est quand même une belle vie, même s'il n'est pas le numéro 1, même si c'est pas lui qui est en charge. Puis moi, je ne savais même pas de ça. Je ne sais pas si toi tu le savais, mais j'ai demandé pourquoi Rob Blake a été cherché. Comme c'est quoi la relation avec Rob Blake, parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble dans la Ligue nationale, mais il m'a rappelé qu'il a joué avec Rob Blake et Luc Robitaille avec l'équipe canadienne qui a gagné la médaille d'or en 1994 en Italie. Ouais, puis depuis ce temps-là, ils ont resté chums, les 3. Puis en tout cas, il y a toujours des relations là-dedans, hein, les gens qui se font embaucher. Puis, ouais, tu vois, je ne le savais pas. C'est vraiment intéressant. Cette information-là m'avait échappé. Pierre, tu as mentionné rapidement. Je regrette un peu l'offre hostile à Sébastien Aho. Je vais te lire une partie de ton texte. Je vais te le lire en anglais. Tu n'as pas le droit de juger mon accent. C'est bon? On a un deal? OK. Ben, tu n'as pas le droit de juger mon accent en français non plus. OK, c'est bon. Tu écris « Aho was the right player to give an offer sheet to, but I wish it would have been different offer sheet. » À quel niveau Marc Bergevin aurait aimé, parce qu'il l'a mentionné, je vais le traduire, là, Aho était le bon joueur ciblé pour l'offre hostile, mais j'aurais aimé ça que ce soit une offre hostile différente. Dans le sens qu'il aurait aimé ça mettre plus d'argent pour étouffer plus Tom Dundon, dans le sens qu'il aurait aimé ça que la compensation qui était un premier, un deuxième, un troisième choix soit plus important pour qu'on, du côté de Waddell, on penche pour la compensation. À quel niveau, qu'est-ce qu'il veut dire par j'aurais aimé ça que ce soit une offre hostile différente? J'ai l'impression qu'il voulait dire que l'argent devait être plus haut, que l'offre devait être plus grosse pour faire peur aux Hurricanes. Évidemment, c'est avec le recul là, qu'il se rend compte de ça. Mais, tu sais, Tom Dundon, comme Marc Bergevin l'a dit, Tom Dundon, le propriétaire des Hurricanes, n'a pas hésité du tout à matcher l'offre hostile. Alors, le regret, c'est pas qu'il ait été essayé de signer en haut parce qu'il aime beaucoup le joueur et il pensait que c'était parfait pour le Canadien. Mais c'est qu'ils n'ont pas fait l'offre hostile au niveau qu'ils auraient dû faire. Puis c'est ça son regret. Alors, écoute, c'est intéressant. Il y a bien des DG qui n'aiment pas ça admettre leur faute, mais ça, c'en est une pour lui. L'expérience de tout ça. Puis évidemment, ça a mené à un offre hostile de revanche des Hurricanes que Dom Dundon voulait faire pour Kotkaniemi. D'ailleurs, pas une grande semaine pour Kotkaniemi, malheureusement, le jeune homme qui n'a pas fait l'équipe de la Finlande, de la 4 Nations. Mais puis ce que Marc Bergevin a confirmé encore, c'est que le Canadien n'a jamais pensé de matcher l'offre hostile à Kotkaniemi. Pas à 6,1 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'offre hostile? C'est que Don Waddell avait offert à Marc Bergevin une chance de faire un échange pour lui au lieu de faire un offre hostile.
C'est pas mal classique de la part de Waddell. Puis je me demande même si le propriétaire des Hurricanes savait que Waddell avait fait ça. Mais en tout cas, on ne saura jamais. Mais une des choses que Marc Bergevin m'a confirmé, parce que je l'avais entendu dans le temps, mais tu sais, les gens n'aiment pas ça parler des échanges qui n'ont pas arrivé dans le temps. Mais c'est que Marc Bergevin avait essayé d'aller chercher un jeune Seth Jarvis pour Kotkaniemi lorsque Waddell a offert la chance de faire un échange au lieu d'un offre hostile. Les Hurricanes ont dit non, on comprend pourquoi, mais il faut quand même le dire. Seth Jarvis, il avait juste 19 ans là, quand Marc Bergevin essayait d'aller chercher. Là. Fait que c'est pas le Seth Jarvis d'aujourd'hui à 22 ans. Ouais. Mais ça aurait été tout un coup pour le Canadien, ça. Le même principe un peu que quand il est allé chercher Nick Suzuki à Vegas, un jeune qui n'avait pas nécessairement encore explosé, qui finalement est devenu probablement un de ses plus grands coups à Montréal, là, cette transaction-là, pour amener Nick Suzuki ici. Pendant qu'on parle d'offres hostiles, Pierre, tu sais, dans cette vague-là, puis là, je ne sais pas si c'est des rumeurs, tu sauras me le dire, puis tu me le diras si je suis dans le champ, mais on sentait que le Canadien cherchait à en faire d'autres. Puis il y avait eu une rumeur à l'époque que Marc Bergevin s'était intéressé au service de Brayden Point. Est-ce que ça s'était fondé? Je ne sais pas si c'était fondé à 100% dans le sens que qu'est-ce que je vais te dire, c'est que Brayden Point a le même agent que Sébastien Aho. Jerry Johansson. Jerry Johansson aussi, c'est l'agent de Carey Price. Et de Brendan Gallagher. Tu sais, je ne vais pas en dire ben plus que ça parce que j'ai rien à dire. C'est juste que des fois, tu as des relations avec des agents. Puis évidemment, Marc Bergevin avait des très bonnes relations avec Jerry Johansson à travers de Price, à travers de Gallagher. Fait un offre hostile avec Johansson, avec Aho. Puis là, Brayden Point, quand il n'avait pas encore signé, ben son agent, c'est Jerry Johansson. J'ai aucune preuve, aucune information qui confirme que la rumeur que tu viens de dire, mais est-ce que c'est impossible que Jerry Johansson, quand il parle de Marc Bergevin, de toutes ces affaires-là, il n'aura pas mentionné le nom de Point? C'est possible. Okay. Mais probablement que Marc Bergevin aurait dit ça ne fonctionnera pas, le temps vont matcher, etc. Là, c'est juste mon opinion. J'ai aucune information là-dessus. Ouais. Parfait, c'est bon. Puis honnêtement, c'est ça que je voulais savoir parce que des fois, il y a des choses qui circulent, puis c'est facile de partir des rumeurs à gauche et à droite, puis des fois, c'est pas fondé. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Marc Bergevin le mentionne très bien dans ton texte. Il a frappé plusieurs simples. Évidemment, c'est une métaphore là, pour ces transactions. Plusieurs petites transactions au fil des années. On peut se souvenir là, de Marco Scandella qu'il avait récupéré, qu'il l'a reflippé plus tard pour un choix de deuxième tour. Thompson, ça avait été très bon. Ça avait pratiquement rien coûté aux Canadiens de Montréal. Il a réussi à faire des bons coups ici. Tout le monde se souvient de Delouis et Thomas Flashman pour Philippe Danault et Alexander Romanov. Il a fait quelques coups de circuit. Parfois, ça a fonctionné. Parfois, ça a moins fonctionné. On peut penser à Jonathan Drouin pour Mihail Sergachev. Moi, je suis curieux de t'entendre, Pierre. 29 juin 2016, une des journées les plus marquantes dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Taylor Hall est échangé pour Adam Larson. Piquet Souban est échangé pour Shea Weber. Un peu avant ça, on a le repêchage de 2016. Et Stamkos a signé un contrat à long terme à Tampa après avoir rencontré d'autres équipes. Exact. Toute la même journée. Ouais. Incroyable. Mais dans l'histoire, c'est pas important. C'est pour ça que je le laissais de côté. Mais effectivement, ça rajoute à tout ça en 45 minutes. C'était vraiment une journée complètement folle. Mais quelques jours auparavant, c'était le repêchage de 2016. Et il y avait des grosses rumeurs que le Canadien était intéressé à Pierre-Luc Dubois. Les Oilers parlaient 4e, le Canadien parlait 9e. Finalement, les Oilers ne repêchent pas Pierre-Luc Dubois parce que Dubois quitte 3e avec les Blue Jackets de Columbus et on se retrouve avec Paul Larvie. Est-ce qu'on peut faire des 1+1+1 dans ce dossier-là, comme quoi, est-ce qu'il n'y aurait pas une transaction Taylor Hall, Piquet Souban, inversion de choix pour aller chercher Pierre-Luc Dubois au 4e rang? Tu sais, là, tout ça était un petit peu dans l'air là, en 2016. Est-ce que tu avais entendu des choses à cet effet-là à l'époque? Oui, je m'en rappelle, j'en avais parlé en ondes à RDS puis à TSN dans le temps, là, mais évidemment, ça fait un bout de temps. Mais qu'est-ce que je me rappelle que j'avais confirmé avec mes informations, c'est que oui, écoute, le Canadien parlait à plusieurs équipes au sujet de Piquet Subban. Ça, c'est évident parce que finalement, il a été échangé. Mais Edmonton, c'est une des équipes. Puis qu'est-ce que je peux te dire, c'est que le Canadien, Marc Bergevin, dans le temps, absolument avait beaucoup d'intérêt à Pierre-Luc Dubois. Et puis le Canadien aurait aimé avoir une chance de le repêcher, de trouver une façon de le repêcher
cette année-là. J'ai jamais entendu le nom de Taylor Hall, par exemple, là-dedans. Alors, je ne sais pas comment que ça aurait fonctionné avec Edmonton, là. Dans le sens de leur choix de repêchage qui était plus haut que Montréal, mais ça m'a été confirmé dans le temps que le Canadien aurait voulu monter dans le repêchage pour aller chercher Pierre-Luc Dubois. J'en ai pas parlé avec Marc Bergevin durant cette entrevue. Là. On avait assez de choses à parler, mais dans le temps, je me rappelle là, que j'avais fait des reportages là-dessus. Et puis finalement, évidemment, on connaît ce qui est arrivé. C'est David Poile qui a été voir Marc Bergevin, puis je pense qu'il l'a étonné vers la fin du repêchage quand il a dit « Chez Weber, ça t'intéresse-tu? » C'est de même que ça commence entre les deux. C'est David Poile qui a approché Marc Bergevin et non l'inverse? Ben, je pense, ça que j'avais dans le temps, ça, je pense que je m'avais fait dire, là. Peut-être que je me trompe, mais ça que je me rappelle il y a 8 ans, que c'est David Poile qui s'est rendu compte que le nom de Piqué faisait le tour un peu, faisait le tour dans rumeur d'échange. Puis il a été voir Marc Bergevin, puis en tout cas, the rest is history. Puis je veux te dire, dans l'entrevue que j'ai faite avec Marc Bergevin, il était très, il a beaucoup aimé Piqué Subban. Il a vraiment stressé Marc Bergevin. L'idée, c'était pas qu'il fallait absolument échanger Piqué Subban. L'idée, c'est qu'il voulait faire quelque chose de gros. Mm-hmm. Puis que, évidemment, Piqué Subban, c'était un nom qui intéressait beaucoup d'équipes. Alors, quand il a eu la chance d'aller chercher un chez Weber, c'est Piqué Subban, David Poile voulait. Ouais. Il ne voulait pas avoir un autre joueur du Canadien. Mm-hmm. Fait puis selon Marc Bergevin, il dit des fois, c'est le fun quand un échange, vraiment, vraiment, là. Pas un cliché, là, quand un échange peut vraiment aider deux équipes. Puis selon Marc Bergevin, ça a vraiment aidé les deux formations. Et comme lui, il dit, les Prédateurs ont fait la finale de la Coupe Stanley avec Piqué Subban en 2017, puis le Canadien ont fait la finale avec Shea Weber à la fin de sa carrière en 2021. Fait que dans le dossier de Marc Bergevin, lui, il reconnaît ça comme un échange qui a aidé tout le monde. Oui, effectivement, il l'avait considéré comme un plus. Puis là, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, je pense qu'au 1er juillet 2016, il y avait une clause de non-mouvement qui rentrait en ligne de compte dans le contrat de Subban. C'est loin dans ma tête, là, mais je pense qu'il y avait aussi cet élément-là un peu de... Si on veut faciliter une transaction, on a quelques heures avant d'être, disons-le, là, Piqué adorait Montréal. Je pense pas nécessairement que cette transaction-là, ou du moins, ça aurait été plus compliqué, disons-le comme ça, s'il y avait une clause qui rentre en ligne de compte. Là. Ben, Piqué adorait Montréal et Shea Weber adorait Nashville. Comme je l'avais écrit avec Shea Weber et David Poile avec la Temple de la Renommée, son introduction, ça a été difficile à digérer pour les deux joueurs. Ouais. Mais l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que Shea Weber, lui, n'avait pas une clause de non-échange. Ça fait une raison qu'il était tellement étonné. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que parce que lui avait fait une offre hostile dans ce temps-là, dans la conversion collective. Si tu faisais un offre hostile, il avait fait un offre hostile de 13 ans avec les Flyers en 2012. Oui, 2012. Tu n'as pas le droit d'avoir, dans ce temps-là, tu ne pouvais pas avoir une clause de non-échange dans ton contrat si tu faisais un offre hostile. Je pense que ça a changé, là, mais fait que quand les Prédateurs ont accepté l'offre hostile des Flyers puis ils ont gardé Shea Weber à Nashville, David Poile, parce que David Poile, il l'a dit là, dans l'article que j'avais écrit avec Shea Weber pour la Temple de la Renommée, David Poile, il était blessé. De la même façon que Shea Weber était blessé quand il s'est fait échanger, David Poile a été blessé 4 ans avant lorsque l'offre hostile est arrivée. Puis je peux te dire quelque chose, là. David Poile, c'est une des choses qui est dans sa tête. Si jamais il y a un offre pour Shea Weber, je ne veux pas l'échanger, mais si jamais il y a quelque chose qui fait du sens, je n'ai pas besoin de demander sa permission. Il n'y a pas de clause de non-échange. Hey, les offres hostiles, Pierre, là, à quel point ça laisse des traces? Tu viens de nous parler de l'exemple là, de Weber avec Paul. Dans ton texte, on peut lire sur Tom Dundon par rapport à Jeff Molson. On avait Doug Armstrong, tout est au beau fixe avec Stan Bowman. Il n'y a pas eu de problème avec les deux récentes là, du côté des Oilers et des Blues. Mais j'ai l'impression de l'externe qu'une des raisons pour laquelle on ne voit pas souvent cet outil-là être utilisé par les directeurs généraux, c'est parce que ça vient blesser tes collègues au final avec lesquels tu évolues dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Puis vraiment, là, puis on verra, là, c'est quand même, ça a juste arrivé cet été, mais en général, je peux te dire, les deux me l'ont dit, Doug Armstrong des Blues et Stan Bowman des Oilers,
absolument essayer de me convaincre qu'il n'y a rien entre les deux. Stan Bowman dit qu'il ne prend pas ça personnellement, c'est de la business. Fait que jusqu'à temps, il n'y a aucune preuve là, qu'il y a quelque chose entre les Blues et les Oilers. Et d'ailleurs, si c'est vraiment le cas, puis il faut les croire, je veux dire, c'est ça qu'ils disent, si c'est vraiment le cas, je me demande si ça va ouvrir la porte maintenant que ça a été tellement business qu'il y a d'autres équipes qui peuvent dire qu'il n'y a pas personne qui est fâché à Doug Armstrong. C'est quelque chose qui fait du sens, on devrait le faire. Fait que je me demande si ça va ouvrir la porte. Mais c'est rare qu'on n'ait pas blessé. Parce que tu as mentionné quelques-uns, mais écoute, l'offre hostile de Dustin Penner entre les Oilers, Kevin Lowe et Brian Burke Anaheim, c'était la guerre incroyable entre les deux. Ça a fait toutes sortes de manchettes. Brian Burke qui avait, je pense en joke, là, mais il avait offert de se rencontrer dans une grange pour aller se battre entre les deux. Ça a fait des manchettes. Je nie pas le fait que j'ai aimé ça, couvrir ça dans le temps. Mais même, les gens, des fois, ils ne se rappellent pas de toutes les offres fossiles, moi non plus. Mais même quand les Flyers ont fait un offre fossile, je ne sais pas si tu te rappelles, sur Brian Kessler des Canucks de Vancouver. Mm-hmm. Et puis, les Canucks, Mike Gillis, pas heureux du tout avec les Flyers. Alors, 95% du temps, on dirait que ça ne vaut pas la peine. Parce que, premièrement, les équipes, habituellement, ils matchent. Puis même, un des fossiles fameux, on a fait un documentaire là-dessus, Joe Sakic, qui a eu la fossile des Rangers de New York en 98. Je pense en 98, oui. Puis l'Avalanche, dans le temps, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Je suis sûr que les partisans des Nordiques de Québec, ils vont se sentir mal que l'Avalanche n'avait pas beaucoup d'argent dans le temps. Mais ça a pris le film Air Force One avec Harrison Ford, qui était... qui avait une relation financièrement propriétaire de l'Avalanche, d'être un box-office hit pour qu'on ait l'argent d'aller matcher les Rangers. Le documentaire est incroyable, la fossile de Joe Sakic, mais ça aussi, ça a été une grosse manchette dans le temps. En général, quand je parle aux gérants d'équipe, on ne sent pas que ça vaut la peine. Parce que premièrement, les équipes habituellement matchent, et deuxièmement, là, tu t'es fait un ennemi pour longtemps. J'ai aucune idée. Peut-être que maintenant, Jeff Molson et Tom Dundon sont corrects entre les deux, mais je peux dire que, comme je l'ai dit dans mon texte, dans le temps, là, c'était froid entre les deux propriétaires, entre Montréal et la Caroline. En tout cas, dans le temps, peut-être. Aujourd'hui, tout le monde est bien content qu'il y ait Jesperi Kotkaniemi soit maintenant en Caroline. C'est comme ça à Montréal. On n'a plus besoin. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Petite blague en passant pour les partisans à Montréal et Pierre. Ubet.io, c'est là où est-ce qu'on retrouve les meilleurs codes de la Ligue nationale de hockey. Tout ça 24 heures à l'avance. Alors, si vous avez envie de vous amuser avec les meilleurs codes, ça se retrouve sur ubet.io. Transaction plus qu'importante dans la Ligue nationale de hockey. Quelque chose qui est assez rare quand même. Oui, des Philippe Tomasino contre un 4e choix, lorsque ça fait quelques années que le choix de premier tour a été repêché, ça peut arriver. Mais un gars comme David Jiricek, qui a été repêché 6e en 2022, qui est échangé au Wild du Minnesota contre un bon pactole, n'ayons pas peur des mots, le 1er, 2e, 3e, 4e et Damon Hunt. C'est assez intéressant. C'était de loin le nom le plus hot sur le marché, Pierre, dans les derniers jours, là. Oui, et puis ça va être un échange qu'on va falloir qu'on s'en parle dans à peu près 3-4 ans, je pense, parce que ce qui est vraiment intéressant pour moi là-dedans, c'est que le Wild pense que David Jiricek, ça va être tout un défenseur. Puis je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais les Blue Jackets, évidemment, une équipe qui rebâtit, ne croyait pas la même chose. Ouais. Fait il y a une équipe qui va avoir tort, il y a une équipe qui va avoir raison là-dedans. Oh, ben écoute, peut-être que ça va être dans le milieu entre les deux. Peut-être que ça va être un gars qui va avoir une carrière correcte comme 5e ou 6e défenseur, mais on verra. Je ne sais pas. Mais c'est un bon point que tu dis parce que en 2022, tu repêches 6e, tu es encore en processus de reconstruction. Le premier choix du Wild que tu vas repêcher, ça retarde tout ça, là. La lumière au bout du tunnel, là, c'est comme si tu reculais un petit peu, là. Ouais. Puis de ce que je me fais dire, c'est que Jiricek n'avait pas eu un grand camp d'entraînement cette année. L'autre chose aussi à souligner, c'est que dans le modèle, n'a pas repêché Jiricek. C'est Jarmo Kekalainen qui l'a repêché. Alors des fois, quand c'est pas ton gars que tu as repêché, tu as un peu moins de loyauté avec les jeunes espoirs. Puis écoute, tu parles de deux gérants qui sont qui connaissent pas mal ce qu'ils font. Bill Guerin, Minnesota, son équipe...
toute une saison. Et Don Waddell, on a vu son travail en Caroline, puis là, il essaie de tout refaire en Columbus. Alors, c'est deux gars assez intelligents, qui se connaissent très bien d'ailleurs, à travers des USA Hockey, Guérin et Waddell. Mais il y en a un qui probablement qui va avoir tort. Alors, c'est très intéressant comme transaction. Puis c'est sûr qu'il y a eu une influence là-dedans d'Alan Walsh, l'agent qui est très gêné, Alan Walsh, qui a demandé aux Blue Jackets d'échanger son client David Jiricek. Mais qu'est-ce que je te dis, là, mon opinion, c'est que si Tom Waddell pensait que David Jiricek, c'était le prochain Zach Werenski, je pense qu'il aurait fait ça un peu plus difficile à Alan Walsh. Je peux dire, wow, là, tu n'as pas vraiment de droit. Là, un gars de 21 ans n'a pas des droits de sortir d'une équipe. C'est pas un joueur qui a 28 ans, 29 ans. Alors, on verra. C'est très intéressant. Il y a eu plusieurs équipes qui se sont essayées. J'ai quand même trouvé que Don Waddell a été chercher beaucoup de morceaux pour un jeune espoir. Alors, puis l'autre chose aussi là-dedans, Anthony, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement que le choix de premier ronde vient d'aller chercher du Wild va être encore avec Columbus au mois de juin. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Waddell déjà parle à certaines équipes pour leur dire deux choses de ce que j'apprends. Premièrement, les Blue Jackets, on le sait, ont beaucoup d'espace de plafond salarial. Alors, Waddell parle aux équipes pour dire « Hey, si vous avez des problèmes de plafond salarial, là, maintenant, puis le 7 mars, viens me voir, mais ça va vous coûter. » Mais l'autre chose aussi, c'est que je pense qu'il est prêt à prendre, parce qu'ils ont beaucoup de choix de repêchage qui s'en viennent à Columbus. S'ils peuvent mettre ça dans d'autres échanges pour aider l'équipe présentement, pas pour peut-être pas pour un vétéran, là, mais tu peux aller chercher un joueur de 24, 25, 26 ans qui t'aide immédiatement puis qui a encore de l'avenir, je pense que les Blue Jackets seraient prêts à échanger certains choix de repêchage. Alors, tu sais, c'est sûr que ça a l'air d'un échange où c'est d'autres futurs, mais il peut tourner de bord puis prendre ces choix-là et faire d'autres choses avec. C'est à suivre. Ça me renverse. Honnêtement, ça me renverse. Habituellement, c'est pas le modèle qu'on suit là, chez les équipes en construction, mais en même temps, si tu ramasses un jeune qui a du terme, qui va t'aider sur le long terme, je peux comprendre, mais je m'attendais pas à celle-là. Ça, c'est intéressant, puis on verra bien. Puis il faut le mentionner, les Blue Jackets connaissent une belle saison. Tu sais, on s'attend là, à vendre Provera parce que son contrat se termine, puis je suis sûr que ça va quand même arriver avant le 7 mars, mais il faut quand même le mentionner. Les Blue Jackets, c'est pas fini leur saison. Hein. C'est une très belle histoire quand tu penses à la tragédie avant la saison, puis la façon que les joueurs, je pense, veulent honorer Johnny Gaudreau, sa mémoire. Les Blue Jackets jouent fort. Puis c'est drôle parce que je pense que les Blue Jackets, dans les 10 derniers matchs, ils ont juste 2 défaites en régulation et une défaite en surtemps. C'est le Canadien 2 des 3. Le Canadien a battu Columbus 2 fois dans les derniers du match, mais ouais, c'est ça. En général, les Blue Jackets qui se reprennent jusqu'à temps. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui prennent des étapes chez les Blue Jackets cette année. Hey, on reviendra à Jiricek parce que j'ai encore des questions à ce sujet-là, mais tu as mentionné Johnny Gaudreau. Pierre, je veux juste qu'on le souligne rapidement. Les Flames de Calgary et les Blue Jackets se sont affrontés 2 fois dernièrement. Super belle cérémonie, encore une fois. L'émotion est encore là, très palpable. Et écoute, les joueurs qui portaient le 13, la mise en jeu protocolaire avec Sean Monahan, la première étoile à Johnny Gaudreau avec son père qui sort, la famille qui était présente. Chapeau, honnêtement, à 2 organisations qui sont drôlement attristées par tout ça, puis impactées, puis malgré tout, on continue, puis on travaille fort pour réussir. Je trouvais que c'était important qu'on le souligne. Là. Ah, c'est incroyable, évidemment, le père qui était à la pratique des Flames, et puis l'émotion qu'on a vue avant le match, après le match. Ça a été fait tellement bien par les Flames de Calgary. Vraiment, là, tu sais, parce que je sais quand les organisations essaient de penser à quoi faire dans les situations de même, puis on espère qu'on n'en verra jamais une encore, là. Mais c'est pas comme tu ouvres un livre, un guide, là, puis là, tu suis tous les renseignements dans le livre. Tu sais, c'est tellement difficile comme situation de comment qu'on peut, c'est comme famille, comme coéquipier, comme ancien coéquipier, comment que tout le monde trouve leur émotion à travers de ça durant les mois, durant les années, pour le restant de leur vie. C'est impossible quasiment à gérer. Alors, je trouve que les Flames, dans tout ça,
ont fait une job incroyable. Puis les Blue Jackets continuent de faire une job incroyable. Chapeau à Don Waddell qui, malheureusement pour lui, a vécu tout ça avec Dan Snyder à Atlanta il y a plusieurs années. Et puis, là, le fait encore. Mais c'est un côté émotionnel, faire sûr que les joueurs peuvent parler à quelqu'un s'ils ont des mauvaises journées mentalement. Puis de l'autre côté, la business de la game continue aussi. C'est dur de gérer tout ça quand tu es une équipe. Alors, je trouve que les Blue Jackets et les Flames, chapeau aux deux organisations. Ouais. Ah, puis tu dis chapeau à Waddell avec justesse, chapeau aussi à Dean Evason, qui débarque là, qui veut se faire... veut être bien en selle à Columbus, qui tente de tirer le maximum de ses joueurs. Tragédie arrive, doit complètement composer avec quelque chose de différent. C'est pas comme si ça faisait 6, 7, 8 ans qu'il était à la barre des Jackets. Là, ça devait vraiment être une situation qui n'était pas évidente. Pierre, je reviens à Jiricek parce que tu as mentionné que Waddell était occupé sur le téléphone puis qu'il y a plusieurs formations qui s'intéressaient à lui. Encore une fois, tu me vois venir. Est-ce que le Canadien de Montréal était dans le coup pour le grand droitier? Je pense pas. J'avais pas entendu le Canadien là-dedans, puis peut-être c'est parce que le Canadien, évidemment, a beaucoup de jeunes défenseurs. Hein. Les équipes qui ont foncé fort, les Penguins de Pittsburgh se sont essayés beaucoup là-dessus. Carl Dubas, qui là, c'est évident là, avec ce qu'il fait. À chaque fois qu'il fait quelque chose maintenant, c'est un peu plus à l'avenir qu'on se regarde à Pittsburgh. Mais les Penguins étaient là-dedans. Il y avait plusieurs équipes, mais je pense que ce qui avait été frustrant, je pense, pour les Blue Jackets, c'est qu'au début, qu'est-ce que je comprends, c'est que les Blue Jackets, quand ils ont décidé, OK, on est prêt à échanger Jiricek, ils ont identifié 8 équipes qui avaient des jeunes espoirs qu'on voulait échanger comme presque 1 pour 1. Dans le sens que Jiricek, c'est un choix de première ronde, 21 ans. On veut ce gars-là de ton équipe qui est presque la même âge, puis on le voit au même niveau, là, tu sais, first round pick. Puis les 8 équipes, ce que j'apprends, ont toutes dit non. C'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt à Jiricek, mais je pense qu'on ne voulait pas perdre le jeune espoir que les Blue Jackets voulaient. Alors là, les Blue Jackets ont comme fait un reset et ont décidé, OK, c'est comment qu'on l'échange? Puis là, ça a devenu, il faut qu'on aille chercher des choix de repêchage, puis un autre défenseur qui peut aider l'organisation, dans ce cas ici, Damon Hunt. Mais je vais donner un exemple parce que je crois que le Wild était une des 8 équipes au début aussi. Mais je pense que le gars que Columbus voulait aller chercher au début, c'est Marco Rossi. Et puis le Wild a dit non, ça n'arrive pas. Fait que, tu sais, il a fallu que Columbus revienne là-dedans et trouve une autre façon de faire un échange avec Minnesota. Ben, tu vois, avec ce que tu viens de mentionner, ça fait quand même du sens que si Waddell n'a pas été capable d'aller chercher un joueur qui peut rapidement plugger dans son équipe pour avoir de l'aide immédiate ou du moins à court terme, mais je vais me servir de ces choix-là que j'ai acquis dans la transaction pour aller finalement aller chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas nécessairement à la base intéressé à David Jiricek. Peut-être que, peut-être, évidemment, on est dans le peut-être, là, mais c'est peut-être l'avenue que Waddell va faire. Écoute, OK, parfait. Toi, tu n'es pas intéressé à Jiricek, mais j'aime l'espoir. Je vais ramasser les choix dans un tierce parti, puis par la suite, je vais me tourner vers toi. Donc, c'est une possibilité à ce niveau-là. Ça se peut. Oui, Pierre, tu as eu quelques discussions au cours de la semaine avec différents directeurs généraux, notamment du côté des Panthers de la Floride. C'est pas la première fois que tu parles à Zito cette semaine. Pas cette semaine, mais cette année, évidemment. Mais on le sait que c'est une équipe qui, lorsque tu gagnes la coupe, tu perds les morceaux. C'est normal, c'est tout le temps comme ça. Si tu as un joueur qui avait plus de contrat, ben là, sa valeur est dans le tapis. Les équipes sont intéressées toujours aux joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley, l'expérience, etc. Si bien qu'on a perdu des Brendan Montour, on a perdu des Oliver Ekman-Larsson. Mais là, on se retrouve avec une brigade défensive qui est peut-être, sans dire chambranlante, parce que c'est vraiment pas le cas, mais qui pourrait être améliorée. Et du côté de Zito, on cherche justement à se renforcer à la ligne bleue. Je pense qu'éventuellement, oui, les Panthers vont vouloir un peu plus proche du 7 mars. Là. Pas présentement, mais je pense un peu plus proche du 7 mars. Les Panthers, je pense, vont vouloir aller... pas que je pense, je sais qu'ils vont vouloir améliorer la ligne bleue. Évidemment, comme d'habitude, le problème avec eux autres, comme plusieurs équipes qui aspirent à la Coupe, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace de plafond salarial. Alors, il va falloir être créatif là-dedans. Mais, tu sais... c'était des grosses pertes, Ekman Larson et Montour. Et oui, ils ont été chercher d'autres défenseurs, notamment Nate Schmidt, mais la Ligue n'est pas tout à fait au même niveau jusqu'à cette année. Je n'ai pas les chiffres devant moi présentement, mais au début de la semaine, je pense que les Panthers étaient 25e dans les buts contre dans la Ligue.
Ça, c'est pas où on est habitué à voir les champions de la Coupe défensivement, ça, c'est sûr. Alors, mais c'est pas juste les défenseurs. Je pense que les Panthers aussi. Écoute, faut reconnaître que quand tu gagnes la Coupe, et d'ailleurs, les Panthers, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils jouent jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a un côté mental et physique que c'est pas toujours facile à chaque soir là, d'un match en fin novembre, un match en début décembre où tu es au même niveau là, que tu devrais être. Je pense qu'il y a un côté mental dans tout ça que je pense que les Panthers reconnaissent aussi. Là. Puis ça, c'est plus difficile à gérer. Je veux dire, tu es un être humain quand tu comprends que l'effort et le sacrifice physique que ça a pris pour gagner une coupe et de se rendre en finale l'année avant, est-ce que ça te tente de faire ça contre Nashville au mois de novembre? Là, ça, c'est le côté être humain, là, des fois, avec les équipes qui gagnent la coupe. Alors, je pense que les Panthers, on essaie comme de survivre la saison régulière puis de faire les séries. Je pense pas que ça leur dérange, eux autres, s'ils finissent premier ou 8e ou whatever. Rentre-nous dans les séries éliminatoires encore une fois, puis on va emmener notre game. C'est ça que j'ai l'impression que j'ai des Panthers. Ouais. Là. Parce que les Panthers, quand ils jouent leur meilleur hockey, quand on pense aux séries éliminatoires, c'est tellement physique. Là. C'est une des équipes les plus physiques dans la ligue. Je ne dis pas juste les mises en échec, là. Ça, c'est l'exemple le plus évident, mais tu sais, la façon qu'on va chercher des rondelles, qu'on gagne des batailles des rondelles, les Panthers ont vraiment un style à eux. Puis je pense que sur 82 matchs de la saison régulière, c'est un style qui est très demandant, Anthony. Tu sais, veux dire, puis pas sûr qu'à chaque soir, c'est facile d'aller chercher ce style-là quand t'es les Panthers de la Floride. Fait que c'est pas juste des problèmes défensifs, mais je pense en général, des fois, je pense que, tu sais, OK, à quel pourcentage qu'on a besoin ce soir pour aller pogner 2 points. Puis d'ailleurs, les Panthers sont dans les séries présentement. Ils gagnent assez de matchs. C'est juste que c'est pas leur meilleur match, présentement. C'est pas le meilleur niveau. Ouais, puis tu parles évidemment là, de l'effort physique que tu as eu besoin de faire l'année dernière pour gagner la Coupe Stanley. Mais n'oublions pas que c'est 2 finales en 2 ans. Ça aussi, ça y fait. Là. C'est des étés qui sont plus courtes. Tu as moins de récupération. Le Lightning le fait dans les dernières années, mais de façon générale, c'est très demandant pour les formations de remettre la machine en marche puis de repartir. Fait que peut-être qu'effectivement, ils se disent, regarde, on est bien placé, là, on est 2e dans l'Atlantique derrière les Leafs. On devrait faire les séries. On va se garder un petit peu d'essence dans le réservoir pour les séries éliminatoires. Une formation qui me donnait l'impression qu'ils jouaient comme ça, dernièrement, c'était les Rangers de New York. Comme si on essayait de juste faire la saison régulière, puis on rendu en série, on va performer. Mais là, les Rangers de New York, Pierre, ça va pas bien du tout, là. On a 27 points. On occupe présentement une position d'équipe repêchée. Le Lightning n'est pas en série à 26 points. C'est-tu moi ou Chris Drury qui est allé mentionner dans les médias que Kreider, que Kako, que Trouba, c'était peut-être pas une bonne idée, finalement? Non, il l'a pas mentionné dans les médias. En fait, Chris Drury, il parle quasiment jamais aux médias. C'est vrai, je me suis mal exprimé. Il y a eu des reportages. Oui, il y a eu des reportages, évidemment, qu'on a confirmé que Drury a envoyé des communications aux autres DG de la Ligue pour dire que Trouba et Kreider étaient sur le marché. Puis là, on se demandait est-ce que c'était pour secouer l'équipe ou vraiment pour les échanger parce que les deux ont des clauses d'annonce d'échange, etc. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand je parle d'autres équipes de la Ligue nationale, on se demande absolument qu'est-ce qui se passe à New York. C'est vraiment... je pense que la tension est vraie à New York présentement. Ça ne m'a pas été confirmé, alors je veux faire attention qu'on est clair, que je ne dis pas que je sais que ceci a arrivé, mais j'ai entendu ceci dans les coulisses, qu'après la défaite contre les Devils lundi soir, que Dolan, propriétaire, s'est rencontré avec Drury et Peter Laviolette. C'est une des choses qu'on sait que c'est un fait, c'est que la conférence de presse de Laviolette après le match, il y a eu un délai avant qu'il vienne se rencontrer avec les médias. Bon, est-ce que c'est seulement rencontré avec Drury ou est-ce que vraiment le propriétaire était là? J'ai aucune idée. Il n'y a rien qui m'a été confirmé, mais ça donne une idée là, de ce qu'on entend dans les coulisses avec la tension à New York présentement. Oui, parce que c'est pas la première fois. Ici, à Montréal, on connaît mieux Jeff Gorton parce qu'évidemment, il est rendu au sein de l'organisation. Mais si on se ramène dans ces années avec les Rangers de New York, il avait été congédié de façon un peu cavalière. Là. Ça avait été quand même subi, puis du jour au lendemain, la patience, je te dirais pas que c'est la grande force là, de l'organisation de la Grosse Pomme. Là. Non, puis moi, je me rappelle dans le temps, j'ai trouvé que le congédiement de Jeff Gorton, c'était pas correct à New York. Je pense pas que
il aurait dû subir ça. Il faisait du bon travail. Il avait été chercher Shesterkin, d'ailleurs. Je me rappelle que je trouvais ça très bizarre comme décision des propriétaires à New York. Mais écoute, c'est leur équipe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas bien de monde dans la Ligue nationale qui pense que les Rangers sont dans une bonne place présentement. Ouais. Parlant des Rangers, j'ai aucune idée si tu as des informations à ce sujet-là. Je te pose la question, puis sinon, il n'y a pas de problème, on passera à d'autres choses. Mais dans un affrontement contre le Canadien, en fin de semaine, ça a été quand même une performance ardue pour les officiels qui étaient en place, si bien que Martin Saint-Louis, dans son point de presse, a refusé de répondre à n'importe quelle question, puis il ne faisait que répondre « J'ai aimé notre match et je ne parlerai pas des arbitres ». Est-ce que ça a fait du bruit dans les corridors de la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été froissés par ça? Est-ce que Martin Saint-Louis a reçu une petite tape sur les doigts en coulisses, Pierre? Non. Pas de ce que j'entends. D'ailleurs, des fois, les arbitres, comme les joueurs, ont des mauvais matchs. Ça, c'était tout un mauvais match, les arbitres. Je pense que des fois, la Ligue nationale reconnaît que leurs arbitres sont des êtres humains. Alors, je pense je ne sais pas à 100%, là, mais j'ai l'impression qu'on aurait donné Martin Saint-Louis un peu d'espace là-dessus, au côté de la Ligue nationale. Ça pourrait-tu arriver, puis là, je te parle vraiment en tant que partisan, mais ça pourrait-tu arriver que, pas Gary Bettman nécessairement, ni Bill Daly, mais quelqu'un décroche le téléphone puis dise « Désolé ». On a eu un mauvais match côté des officiels. C'est-tu quelque chose qui arrive, ça, des fois, dans la Ligue nationale, de reconnaître que, regarde, on est humain, puis on n'est pas des robots, puis nous, ici, on n'en avait pas une bonne dans le corps, juste pour apaiser un petit peu la situation? Ben, je vais donner un exemple de ce qui arrive des fois. C'est que, justement, je m'en vais à la réunion des gouverneurs, comme j'ai dit, en fin de semaine. Stephen Walcom, qui est en charge des arbitres nationales, va être là. Je ne sais pas qui va être là pour le Canadien, Jeff Molson évidemment, mais qui d'autre va être là pour le Canadien. Mais si le Canadien voulait avoir une conversation avec Stephen Walcom est toujours prêt à avoir une petite conversation au bord, là, durant un break dans les grosses réunions. Stephen Walcom, on le voit souvent là, à la réunion des gouverneurs ou à la réunion des DG. C'est plus quelque chose qu'on voit à la réunion des DG, parce que Walcom, les DG, c'est plus au même niveau, là. Mais des fois, même à la réunion des gouverneurs, Walcom se met toujours dans une place où si quelqu'un d'une équipe veut lui parler, juste les deux, j'ai déjà vu ça. Fait que Walcom est toujours prêt à essayer d'aider, d'expliquer. Ça ne veut pas dire que les réponses vont satisfaire les équipes qui ont certaines questions, mais ça, c'est quelque chose qu'une équipe peut faire s'ils veulent. Si le Canadien voudrait lui parler à Walcom la semaine prochaine en Floride, ils ont le droit. OK. Très intéressant, Pierre. Je ne savais pas cette information-là. Essoufflé de chercher des remplaçants, tanné de courir après votre argent. L'application League2Go gère ta ligue de balle ou ta ligue de hockey, statistiques, classement en ligne, remplacement automatique des joueurs. Vous pouvez vous concentrer sur le jeu. League2Go va s'occuper du reste. Pierre, tu as aussi eu une conversation avec Tom Fitzgerald. Qu'est-ce qu'on cherche du côté des Devils New Jersey? On a quand même une bonne saison, ça se passe quand même bien, mais chaque bonne équipe cherche toujours à s'améliorer. Je pense qu'il n'y a pas un directeur général qui n'est pas constamment en train de vouloir s'améliorer. À quel niveau, du côté des Devils, on voudrait regarder pour un ajout? Oui, on aimerait l'ajouter avant le 7 mars, un centre de la 4e ligne, probablement, ce que Tom Fitzgerald m'a confié. On veut un peu plus. Présentement, Nico Hischier, leur capitaine, doit prendre quasiment toutes les grosses mises en jeu d'offensif quand on tue des punitions chez les Devils. On veut faire sûr qu'on gagne la mise en jeu. Je pense qu'on aimerait aller chercher un droitier qui peut gagner des mises en jeu, surtout quand on tue des punitions. Alors, c'est très spécifique comme le genre de joueur qu'on va aller chercher chez les Devils. Mais comme il m'a expliqué, peut-être que ce joueur-là n'existe pas. Alors, l'autre possibilité, c'est que peut-être qu'on va chercher un joueur qui est un peu plus haut dans l'alignement, que peut-être dans le top 9, mais que la présence d'un nouveau joueur dans le top 9 descend un de nos joueurs présentement à la 4e ligne. Alors, il y a différentes façons d'améliorer l'équipe, là. Mais à la recherche absolument d'un gars qui peut gagner des mises en jeu, qui est droitier, qui peut aider la 4e ligne. Alors, c'est pas un gros besoin, mais c'est quand même, quand tu as une équipe qui espère d'aller loin dans les séries, chaque morceau compte. Ben, je te dirais même, ce sont les joueurs qu'il faut cibler à la date limite des transactions. Moi, je ne suis pas un fan
d'aller chercher un Patrick Kane de Chicago à New York, parce que là, tu chamboules complètement ton organigramme au complet. Tes joueurs de top 6, soudainement, t'en as un qui va jouer sur le troisième trio, jouera plus sur l'avantage numérique, ça peut babouner un peu, mais si tu vas chercher des joueurs de rôle, des joueurs qui sont prêts à jouer dans une affectation spécifique, là, je trouve que c'est un peu comme lorsque le Colorado est allé chercher à Arthurie Lekonen du Canadien. Tu vas chercher vraiment un joueur, sans dire que Lekonen n'avait pas un rôle d'importance, mais c'est un joueur de rôle. C'est pas un joueur qui va aller chambouler nécessairement ta hiérarchie. Fait que je pense qu'un joueur comme ça, faut pas sous-estimer l'apport d'un attaquant de profondeur ou d'un défenseur de profondeur à la date limite. Là. Ouais, Lekonen, c'est un très bel exemple parce que si on savait que Colorado, je pense qu'on demandait à Kent Hughes après 30 000 fois pour Lekonen cette année-là. Mais on savait au Colorado aussi que Lekonen était à long terme. C'était pas juste pour cette année-là dans la série, mais finalement, il compte le but gagnant en finale de conférence puis en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Arthurie Lekonen. Mais tu as raison parce que tu sais, je fais partie de ça moi-même. Après date limite à chaque année, on doit annoncer dans nos textes c'est qui les grands gagnants. Puis je me rappelle l'année passée, j'ai fait un gros article dans l'Atlantique où j'avais parlé au DG pour Colorado, Vegas, Caroline et Winnipeg. Alors, les Jets qui avaient allé chercher Sean Monahan pour un choix de premier round du Canadien. Mm-hmm. Colorado, ils ont été chercher Sean Walker, puis un joueur d'avant, je ne me rappelle plus de ma mémoire. C'est Casey Middlestad. Oui, Casey Middlestad. Puis d'ailleurs, Casey Middlestad qui a encore un rôle important, c'est correct. Mm-hmm. Mais Vegas m'a été chercher Hannah Finn ainsi qu'Artel. Et puis la Caroline qui a été chercher Jake Guentzel. Alors, on avait comme annoncé, là, pas juste moi, mais la plupart des gens, c'est les 4 équipes qui ont vraiment fait des gros coups à date limite. Ils ne sont pas rendus en finale de la Coupe. Les Vegas sont perdus en première ronde. Colorado ont perdu en deuxième ronde. Winnipeg ont perdu en première ronde. La Caroline, quand même, s'est rendue en deuxième demi-finale. Deuxième ronde. Demi-finale, ouais. Ouais. Fait que c'est juste pour dire que les gagnants de la date limite, parce qu'ils ont été chercher des gros noms, tu as raison. Ouais. L'équipe qui a gagné la Coupe Stanley de la Floride n'a pas fait grand-chose à la date limite, eux autres. Mm-hmm. Ils ont autres terreux que leur équipe, puis ils ont été chercher de la profondeur, là, mais alors ça ne fonctionne pas toujours de même. Ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas faire des moves avant la date limite, mais puis tu sais, dans le cas de Vegas, je vais les défendre parce que qu'est-ce que j'ai aimé de ce que Vegas ont fait, c'est que Artel et Hannah Finn, ils ont des contrats à long terme. Fait que c'était pas juste pour l'année passée. Mm-hmm. Vegas essayait de faire un peu de leur ouvrage qu'ils auraient peut-être fait durant l'été. Mm-hmm. Puis ça, j'aime ça quand les équipes font ça. Puis c'est comme Lekonen, quand il était à Colorado. L'Avalanche a été chercher pour le garder pour 10 ans. Ouais. Fait que j'aime ça des échanges quand peut-être ça peut t'aider pour cette année-là, mais aussi il fait partie de son équipe à long terme. Ça, j'aime ça. Les joueurs de location, des fois, tu sais, je comprends pourquoi la Caroline a fait. La Caroline n'avait jamais fait le gros swing pour un joueur de location. Fait qu'ils ont été chercher Guentzel. Il est parti dans la Caroline excité à la fin de la journée. Tu sais, ils ont donné beaucoup de jeunes espoirs à Pittsburgh, puis Guentzel s'en sort de la porte le 1er juillet. Mais ils croyaient leur signer, je pense, quand ils ont fait leur l'acquisition de Guentzel. Ben, ils ont essayé. Oui, c'est ça. En fait, ils ont à faire le même contrat qu'ils ont signé à Tampa. Fait que ça fait mal. Le même contrat, le même salaire. C'est les taxes qui ont fait la différence ou... Je pense que ce qui est arrivé, c'est que la Caroline, je pense, puis ils ont attendu trop longtemps à se rendre aux chiffres que l'agent voulait. En voulant dire que, tu sais, la saison des Hurricanes, c'est fini là, quelque temps au mois de mai. Ils ont eu 6 semaines à signer Guentzel avant le 1er juillet. Mais je pense, je me rappelle, j'avais sorti la nouvelle, je pense, ou j'étais parmi les médias qui ont sorti la nouvelle. La Caroline a offert, j'avais sorti un tweet. Je ne me rappelle plus ce qu'il a signé en Tampa, là, mais je ne sais pas si c'était 8x8 ou. En tout cas, je ne me rappelle plus du chiffre. Là. Mais quand on était à Vegas pour le repêchage, on avait sorti la nouvelle que les Hurricanes ont offert X, 7 x 9. Le nombre. 7 x 9. Voilà. Ouais. Alors, il avait offert. Ben, je pense que la Caroline. Alors, Tampa a fait 7 x 9 parce qu'il pouvait juste faire 7 ans. Mais je pense que la Caroline a fait 8 x 8, peut-être, quelque chose. En tout cas, l'argent est semblable en général. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que par le temps que la Caroline s'est rendue là, tu as l'agent, peut-être, qui commence à comprendre. On est proche du 1er juillet, là, puis là, les équipes commencent à. Il y a d'autres options là, qui se présentent. Alors, ben, surtout, c'est un beau poisson.
Bon, oui, alors, je pense qu'une des leçons pour un jeune DG comme Eric Tulski, d'ailleurs, je pense qu'il fait du très bon travail avec les Hurricanes cette année. Mais une leçon là-dedans, c'est que si tu étais pour te rendre là à la fin de la journée, peut-être tu devrais te rendre là avant que la semaine avant du 1er juillet. Ouais. Marc Bergevin aussi s'était fait brûler il y a quelques années dans une chose similaire là, avec Alexander Radulov qui finalement avait la même offre que Dallas. Puis Radulov, je ne sais pas s'il avait été piqué dans son orgueil parce que ça avait été aussi long un peu comme Genzel, mais finalement il avait opté pour l'offre de 6,5 si ma mémoire est bonne avec les Stars de Dallas. Puis à Dallas, il n'y a pas d'impôt d'État. Ça aide, C'est sûr que ça l'aide. Hey, pendant qu'on parlait des Devils rapidement, Pierre, Sheldon Keefe s'ennuie pas trop de Toronto. Il se porte bien quand même au New Jersey. Ça fonctionne bien, ses affaires? Une des choses que Fitzgerald m'a dit, c'est que c'est vraiment impressionnant de la façon que Keefe, pas juste dans les matchs, dans ses préparations pour les matchs, mais même dans les pratiques, dans les entraînements, qu'il stresse beaucoup l'importance offensivement de la façon qu'on attaque, même ce qu'on pratique. Pas juste la façon qu'on joue les matchs, mais la façon qu'on pratique. Sheldon Keefe stresse beaucoup avec ses joueurs, la façon qu'on devrait penser, même les jours qu'on pratique. C'est intéressant comme commentaire de Tom Fitzgerald. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense qu'on oublie que Sheldon Keefe, durant ses années à Toronto, ils ont quand même eu des équipes offensivement qui ont été top 10. On ne se rappelle pas de ça parce que c'est toujours avec les Leafs, c'est l'offensive, les grosses vedettes. Mais Sheldon Keefe, c'était pas juste l'offensive à Toronto. Et puis, je pense qu'on voit ça maintenant à New Jersey. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des fois, c'est juste le temps d'avoir une différente voix. Sheldon Keefe va bien à New Jersey et Craig Berube, c'est incroyable jusqu'à temps son impact au début comme entraîneur-chef à Toronto. Alors, des fois, c'est correct. Quand on se fait congédier, on va trouver notre job. Exact. Puis Jim Montgomery à Saint-Louis aussi, ça se passe très bien jusqu'à maintenant avec les Blues. Joe Sacco avec les Bruins. Donc, effectivement, juste des fois de changer le message, ça peut aider. Puis tu as raison pour les équipes défensives. On ne donne pas le crédit, mais Mitch Marner, ça a été un finaliste au Selkie. Austin Matthews termine régulièrement dans les joueurs qui bloquent le plus de lancers. C'est juste qu'il marque tellement de buts qu'on s'attend à ce que ce soit une équipe uniquement axée sur l'attaque. Mais défensivement, il se débrouille quand même aussi. Pierre, 100e cérémonie, 100e anniversaire des Bruins de Boston lors du dernier week-end. C'était contre le Canadien de Montréal. Ça a duré quand même une bonne demi-heure. On a présenté plusieurs joueurs à la foule, différentes époques. On a vu des vidéos, c'était intéressant. Mais quand on est arrivé dans la portion présent, Zdeno Chara n'y était pas. Puis moi, ça m'a énormément surpris. Si on se souvient bien, Chara n'a pas terminé sa carrière avec les Bruins. Est-ce que ça s'est mal terminé entre Boston et Chara, Pierre? Non. Pas de quoi que je me rappelle, vraiment. Là. Alors, je ne sais pas la raison que tu n'étais pas là. Je m'excuse, je n'avais pas de temps pour demander ça, mais je me rappelle dans le temps, je parlais avec son agent, puis je pense pas que ça s'est mal terminé, non. Alors, il y a probablement une bonne raison, là. Mais non. Je ne me rappelle pas, moi, qu'il y avait des problèmes entre l'équipe et lui. C'est bien correct, Pierre. On n'est pas toujours obligé de trouver des problèmes. Des fois, je peux avoir des questions qui n'ont pas de réponse, puis c'est bien parfait. Hey, Pierre, merci beaucoup pour un autre beau podcast cette semaine. C'était fort agréable. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, monsieur. Parfait. On devrait reprendre notre case habituelle du mercredi la semaine prochaine et je vous laisse avec une petite mention sur ubet.io, là où on retrouve les meilleures cotes de la Ligue nationale de hockey. Et voici un extrait de Processus. Pourquoi le Canadien est moins bon que l'an dernier, alors que ces jeunes joueurs ont quand même pris une année? Puis pourquoi il n'y a pas de progrès dans les résultats cette année? On peut pas dire que les performances dans les buts ont été formidables. Kaden Primo, l'an passé, il avait été correct sans plus. Comme auxiliaire, là, cette année, il est vraiment pas bon. Montembeault, il y a eu des bons et des mauvais matchs. Alors que l'année passée, il avait été bon plus que la moyenne. Il y a des joueurs, je te dirais, qui avaient été acquis avec l'idée peut-être qu'ils pourraient devenir des joueurs d'impact, mais ne le deviennent pas. Alex Newhook, Kirby Dach. Les meilleurs ne sont pas nécessairement à la hauteur d'être les meilleurs joueurs de l'équipe. Je pense que Madison n'a pas une autre si bonne saison que l'an passé. Nick Suzuki, correct sans plus cette année. Slavkovski, je dirais, on se serait attendu à une meilleure progression de la part d'un gars qui a été choisi premier il y a 3 ans.